Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Astăzi vă propunem o ediție specială în limba franceză. Avem în studioul RFI România pe Yael Bloch, o pasionată de yoga și de scris. Yael a studiat acasă, în Franța, a făcut un master în geotehnică în Anglia, un doctorat în același domeniu în Germania, după care s-a format în yoga în Statele Unite. Din 2002 activează în școala franceză de yoga de la Paris, iar acum trăiește la București, unde predă yoga. A publicat mai multe cărți în Franța, ultima, Respire, este o mică bijuterie care ne descoperă secretele unei respirații corecte. Următoarea carte, Să mâncăm mai bine în deplină conștiință, va apărea în curând și ne va descoperi ce se ascunde în spatele unui act banal pe care îl facem în fiecare zi, mâncarea. Nu ce mâncăm, ci cum mâncăm și cum ne raportăm la acest eveniment esențial al vieții. Vom continua această emisiune în limba franceză. Yael Bloch, soyez bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Vous êtes une passionnée de yoga et vous avez écrit plusieurs livres sur les ashrams et la respiration. Vous allez sortir bientôt un autre livre coécrit avec Ananda Ceballos, Manger mieux en pleine conscience. Si je comprends bien, ce n'est pas un livre qui va nous apprendre quoi manger, mais comment manger. Vous nous racontez quoi dans ce livre? Alors, merci déjà de m'accueillir ici. Et donc, dans ce livre qui va s'intituler « Manger mieux en pleine conscience », nous allons apprendre comment installer une alimentation plus saine, plus sereine, plus en paix, surtout avec soi-même. Et nous avons commencé par essayer de trouver dans le développement de l'être humain, dans le développement en fait de toute la vie sur Terre, donc depuis il y a 3,5 milliards d'années en fait, qu'il y a plein de raisons dans cette évolution pour qu'aujourd'hui nous ayons des problèmes avec l'alimentation. Et que finalement, les problèmes avec l'alimentation, on en a presque tous. Et que si vous commencez à parler de ce sujet avec les gens autour de vous, vous allez constater que c'est un problème qui est extrêmement récurrent, répandu chez tout le monde. Je trouve que c'est intéressant cet angle-là de comment manger, parce que, bon, aujourd'hui, sur Internet, partout, on attend c'est bien de manger ceci, c'est pas bien de manger cela, des recettes, de machin, tout. Mais ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que vous vous posez la question comment manger. Et vous avez étudié la question sur les 3 milliards d'années de vie sur Terre. Vous avez découvert quoi? Vous avez étudié quoi? Vous êtes parti quoi de la première cellule vivante jusqu'à aujourd'hui? Disons que, par exemple, le fait que dans la nature, il y ait des périodes de manque et des périodes d'abondance a fait que les organismes vivants se sont développés avec un mécanisme de stockage d'énergie. Et que donc, on est fabriqué pour manger plus quand il y a à manger, pour pouvoir tenir dans les périodes de manque. Or, on est en train de vivre en ce moment une première grande période d'abondance dans l'histoire de l'humanité, parce qu'avant, il y avait des guerres, et pendant les guerres, il y avait des famines, ou il y avait tout le temps, cette alternance était maintenue. Et on est en train aujourd'hui de vivre une période où notre organisme, il stocke, parce qu'il prévoit la prochaine période de manque, et la prochaine période de manque, pour l'instant, on a de la chance, elle n'est pas là. Mais du coup, c'est à nous de... ça peut être une raison. Donc c'est une des raisons qui vient de notre évolution et de comment la vie s'est développée sur Terre, et qui est ancrée complètement dans nos cellules, de stocker. Il y a un mécanisme de stockage, c'est l'insuline qui s'occupe de ça, qui va stocker dans les cellules de graisse en prévision, et qui redéstocke après quand il n'y a pas assez à manger. Et du coup, quand on comprend que ce mécanisme, il est normal, il est naturel,
on peut arriver à voir sa manière de s'alimenter aujourd'hui et tous les problèmes qu'on peut avoir avec son alimentation avec plus de bienveillance. Et ça, c'est notre deuxième, c'est le deuxième pas, je dirais, auquel vont mener toutes ces considérations sur l'évolution jusqu'à notre évolution personnelle. C'est comment amener de la bienveillance déjà par rapport à nos problèmes alimentaires, parce qu'avant de commencer à se dire mais comment ce serait bien de manger, c'est très important de commencer par être doux avec soi, apprendre à être doux avec soi, apprendre à regarder avec plus de recul et avec plus de bienveillance les problèmes qu'on peut avoir avec la nourriture, parce que sans ça, on va se remettre une couche de « il faut que je, ah, là c'est pas bien, là c'est bien ». Et c'est le mental, notre critique intérieure qui va encore nous accuser si on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Donc c'est très très important, et dans notre livre, on met vraiment l'accent là-dessus, de partir d'une bienveillance envers soi et d'une autocompassion. Et donc, c'est joli tout ça. Oui, c'est un petit peu, je pense, une originalité de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de livres déjà qui existent sur le marché, sur l'alimentation en conscience, c'est-à-dire observer au moment présent qu'est-ce que je suis en train de faire, et c'est très très bien, c'est très utile, mais avec Ananda, on s'est dit que ça apportait encore plus d'avoir un regard bienveillant sur soi-même, et ce regard bienveillant, il peut naître de tout ce passé qu'on a, qui fait qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous êtes très avancé dans le yoga et vous avez déjà écrit un livre sur la respiration. Quel est le lien entre le yoga, la respiration et la nourriture? Je me dis que la nourriture peut être aussi une autre forme de respiration. Oui, peut-être. Je ne l'ai pas vu forcément comme ça, mais en tout cas, le lien, c'est la conscience. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le déni, c'est très difficile de changer les choses. Et c'est la conscience qui fait... le travail du yoga amène de la conscience, amène plus de recul, d'observation de soi. C'est-à-dire que si on a un problème avec l'alimentation, on va peut-être avec le yoga on va même sûrement avec le yoga arriver à être plus... conscient de ce qui se passe, bienveillant avec ce qui se passe, et puis petit à petit arriver à mettre en place des choses justement dont on parle aussi dans le livre et dont on va reparler, de comment manger, mais j'y étais pas encore venue parce que je voulais vraiment installer le point de départ. Et donc la conscience qui amène la bienveillance et qui amène la possibilité du changement. On cite une phrase dans le livre de Carl Rogers qui dit que c'est justement au moment où on a lâché l'envie de changer que le changement devient possible. À changer. Voilà. Et qu'il y a une forme qu'il y a une forme de lâcher prise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important dans notre livre, c'est de ne pas s'acharner, de ne pas s'en vouloir, de ne pas être méchant, enfin de ne pas être sévère avec soi, et que c'est par la bienveillance, au contraire, qu'on va pouvoir commencer à faire quelque chose. C'est assez différent de ce qu'on lit dans ces livres qui abordent la nourriture, parce qu'en général, dans ces livres-là, on trouve toujours des recettes et des ordres, quoi. Il faut faire ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut faire ceci. Et ça crée en fait un poids. Voilà. C'est comme un poids que tu te mets tout seul sur le dos, et avec un poids sur le dos, évidemment, tu avances plus lentement que si tu ne l'avais pas, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là? Je vois que vous avez un papier devant vous, c'est la structure du livre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il est structuré comment, ce livre? Donc la première partie, c'est ce dont je viens de parler, avec donc une vision plus globale de l'acte de manger au cours de l'évolution, donc à la fois l'évolution du vivant, donc de la première cellule jusqu'aux hommes, ensuite l'évolution de l'homme
parce que dans l'évolution de l'homme, on va trouver aussi plein de raisons d'avoir des problèmes aujourd'hui. Et ensuite, l'évolution individuelle. Et on a mis à part l'évolution de l'homme, de l'humanité dans ces 50 dernières années, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique qui se passe autour de l'alimentation depuis l'après-guerre, avec des changements incroyables, extrêmement rapides. En 50 ans, notre alimentation a été complètement bouleversée dans les pays occidentaux. Qu'est-ce qui est bouleversé dans quel sens Avec une redirection en fait de l'industrie de l'armement vers l'industrie alimentaire et du coup le développement de produits, un changement, un bouleversement total de la société avec une structure familiale qui change, avec les femmes qui se mettent à travailler, qui n'ont plus le temps de cuisiner comme c'était le cas avant, les cuisines traditionnelles, le repas familial qui sont complètement, qui sont presque plus existants aujourd'hui, et d'un autre côté, le développement des produits tout prêts, où il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes et le repas est prêt, des produits ultra transformés, qu'on appelle ultra transformés, qui maintenant, on commence à s'en rendre compte, sont extrêmement nocifs pour la santé. Et voilà. Ça, c'est la deuxième partie Donc, dans la deuxième partie, en fait, on aborde une méthode pour observer, pour essayer de commencer à observer sa faim. Est-ce qu'on a faim ? Et quelle partie de notre corps a faim? Et donc ça, c'est Ananda Ceballos qui a été formée en Mindful Eating, Conscious Living auprès de Jan Chozen-Bays, qui est une spécialiste de pleine conscience et en même temps une nonne bouddhiste. Et qui a développé donc ce programme pour essayer de mieux comprendre, de mieux observer quand j'ai faim, où est-ce que ça a faim en moi. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. À première vue, bon, la faim, t'as faim, quoi. C'est juste un instant, quoi. T'as faim et tu manges. Je dirais plutôt tu bouffes aujourd'hui, parce que manger, c'est plutôt un art. Mais comment on peut devenir observateur de sa propre faim? En allant voir des endroits spécifiques d'où la faim peut provenir. Parce que, en fait, on va voir que sur 9 endroits de la faim, donc des endroits qui peuvent nous inciter à manger, il n'y en a que 2 qui correspondent à des faims physiologiques. Les autres sont d'autres types de faims et qui ne vont pas être nourris par le fait de manger. Ça, c'est intéressant. Ils sont où, ces 9 Alors, je vais vous les donner. Ils sont plus détaillés dans le livre, mais donc c'est la faim correspondant aux 5 sens. Par exemple, vous passez devant une boulangerie et votre odorat, ou bien vos yeux, vous avez vu un gâteau qui vous donne envie et vous allez avoir envie du gâteau alors que vous n'aviez pas faim. Parce que je l'ai vu et que je l'ai peut-être senti. Voilà, la vue, l'odorat. Ça peut être dans le cinéma, par exemple, vous avez un voisin qui commence à ouvrir un paquet de pop-corn ou à manger du pop-corn, vous entendez le craquement des dents du voisin, ça va peut-être vous donner envie de manger du pop-corn vous aussi, alors qu'a priori, vous n'avez pas faim du tout. Donc, tous les sens peuvent nous pousser à manger alors qu'on n'a pas faim. Ensuite, il y a la faim du cœur. Le cœur, il se nourrit d'amitié, d'amour, de relations. Si vous vous sentez seul, vous pouvez être amené à manger parce que le cœur a faim d'amitié, d'amour ou de relation. Donc, si vous êtes seul, c'est de relation. Et alors que, en fait, vous avez juste besoin de peut-être appeler un ami pour plus vous sentir seul. Mais il est possible que ça vous incite à manger alors que vous n'avez pas faim. Oui, donc si on n'a pas d'amis, on va avoir le frigo là. Voilà, exactement. Et puis, la faim de l'esprit. Alors, l'esprit, il nous fixe des règles. Par exemple, il dit « Ah tiens, c'est l'heure de manger ». Mais vous n'avez pas forcément faim. Mais juste pour lui, il s'est fixé des règles et il faut respecter ces règles. Donc, il peut nous inciter aussi à manger ou à manger certaines choses
alors que c'est pas... Il peut nous inciter à manger sans aucun plaisir des choses dont il se dit que c'est meilleur pour nous et notre santé, et alors que c'est pas ça dont vous avez forcément besoin. Donc on a 5 sens, les 5 sens, plus ces deux-là, le cœur et la pensée, l'esprit, la pensée. Et qui ne sont pas les vrais, quoi. C'est des fins, on va dire, imaginées, quoi, ou provoquées par des stimules. Alors, ce qui est important, je précise une chose, ce qui est important de voir, c'est que s'il nous incite à manger, c'est qu'il y a un vrai besoin. Alors parfois, ça peut être juste, dans l'exemple de la boulangerie, c'est juste une opportunité, mais dans le cas de la solitude, c'est une vraie faim. Et donc, c'est un vrai besoin. Donc, on ne dit pas dans le livre qu'il ne faut pas s'en occuper. Il faut s'occuper de ses besoins. Donc, il faut aussi s'occuper, c'est important d'ailleurs, de s'occuper des besoins du cœur et de comprendre de quoi on a besoin par ailleurs pour que finalement notre véritable, quand on a vraiment faim physiologiquement, ça ne soit pas brouillé par d'autres types de faim. Et il y en a 2, donc, sur les 9, qui sont les vraies, on va dire, racines physiologiques de la faim. Oui. Et ce sont lesquelles? La faim de l'estomac. Donc, c'est l'estomac qui va dire au cerveau, il y a, dans les connexions entre le cerveau et l'estomac, il y a sur 10 connexions entre le cerveau et l'estomac, il y en a 9 qui partent de l'estomac au cerveau et juste une du cerveau à l'estomac. Notre ventre, vous savez, est considéré comme notre deuxième cerveau. Donc voilà, l'estomac va nous donner des indications. Parfois, il faut faire attention aussi parce que parfois l'estomac gargouille ou se contracte à cause ça peut être d'autres émotions qui sont en jeu. Donc, il faut aussi être vigilant même avec l'estomac. Et puis enfin, c'est la faim des cellules ou la faim du corps. C'est tout votre corps qui va vous dire, vous vous sentez peut-être un peu fatigué. Voilà, moi je sais pour moi, quand mon corps se sent un peu faible, je sais que j'ai faim. Ou par exemple, vous commencez à être de mauvaise humeur. Chez les enfants, c'est très clair. Ils commencent à être de mauvaise humeur. C'est qu'en fait, ils ne savent pas le dire, ils n'ont pas encore perçu, mais en fait, ils ont faim. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Dans le livre, vous avez donc cette deuxième partie et c'est tout? Ou vous avez d'autres chapitres dans le livre? Voilà, on a ces 2 parties et dans la deuxième partie, donc on va y venir au yoga. Parce qu'effectivement, on va parler de yoga, parce que c'est très important pour calmer le mental et la respiration en première ligne. Et voilà, on a d'abord un chapitre qui va en fait, qui s'intitule « Mettre toutes les chances de son côté ». Et dans ce chapitre, on va énumérer tout ce qui va pouvoir nous aider, tout ce qu'on peut mettre en place, des petites choses simples à mettre en place chez soi pendant qu'on mange ou pendant qu'on fait ses courses, en préparant à manger, dans toutes les étapes de l'alimentation, y compris après avoir mangé, le fait de faire la vaisselle. Voilà, c'est pas des recettes, mais c'est des propositions qu'il faut essayer. On se les approprie ou ça ne correspond pas. Enfin, c'est sans obligation, voilà, très librement, mais qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir aider à manger avec plus de conscience. Et puis ensuite, il y a donc ça, c'est tout ce qui est autour de la nourriture. Ensuite, on a une autre partie. Quelles autres nourritures? Comment est-ce qu'on peut se nourrir? Comment est-ce qu'on peut s'aider autrement par des choses annexes comme justement aller faire du yoga, aller faire du sport, aller faire du qigong, du tai chi, enfin toutes ces pratiques qui vont nous aider à développer déjà une relation plus pacifiée à son corps. Parce que c'est important d'avoir à la fois de l'exercice physique et puis une relation pacifiée à son corps. Parce qu'on est souvent, quand on a des problèmes avec l'alimentation, on est souvent en bataille avec son corps. Et c'est vraiment contre ça
qu'on se bat dans ce livre, c'est faites la paix avec votre corps. C'est joliment dit, oui. C'est vrai que finalement, la maladie, c'est un signe que le corps est en désaccord avec ce que tu fais de lui, quoi. Voilà. Et être de plus en plus à l'écoute de ces signaux. C'est-à-dire pas arrêter de se restreindre dans ce qu'on propose. Il n'y a aucune restriction alimentaire. Ça, c'est important de le dire. C'est pas un régime. Voilà. C'est une autre vision sur manger, quoi, sur l'acte de manger. Oui. C'est changer un peu de la vision qu'on a voilà. et comprendre les mécanismes. Et puis apprendre à reconnaître à nouveau, peut-être qu'on a perdu complètement parce que tout partait du mental, apprendre à reconnaître à nouveau ce qui vient, quand est-ce qu'on a faim, et comme on a vu, où est-ce qu'on a faim, apprendre à reconnaître quand est-ce qu'on n'a plus faim, parce que c'est aussi une clé. Parfois, on reconnaît bien la faim, mais on ne sait pas s'arrêter. Oui, c'est vrai que la plupart voilà. du temps, d'ailleurs. Donc, on n'a plus faim, mais on continue de manger. Voilà. Donc, apprendre à reconnaître quand est-ce qu'on est arrivé à satiété, quand est-ce que le rassasiement est complet. Apprendre aussi à mieux s'alimenter, parce que peut-être qu'on mange en quantité suffisante, mais pas en qualité suffisante. Donc tout ça, c'est le corps qui va nous le dire. Mais il faut apprendre, il faut faire la paix avec lui pour commencer à apprendre à l'écouter, pour avoir accès à toutes ces informations. Parce qu'il nous les donne, ces informations, mais on ne les entend pas toujours. Souvent, le corps voilà. est plus intelligent et sage que notre cerveau, quoi. Voilà, c'est d'autres fins qui parlent et qui prennent le dessus et qui, du coup, ne laissent pas la place à la vérité du corps. Pardon. Oui, souvent on sous-estime le corps et on donne beaucoup de place au mental, quoi. Tandis que le corps en lui-même, c'est les neurologues qui nous le disent, enfin c'est les dernières recherches scientifiques qui nous disent que c'est une machine incroyable, que c'est quelque chose de spectaculaire, d'une complexité qu'on a du mal à imaginer, quoi. Pour nous, c'est acquis parce que bon, c'est quelque chose qu'on a tout le temps à portée de la main, c'est notre corps. Mais on n'imagine pas la complexité qu'il y a dedans, quoi. Oui. Et ce serait peut-être bien de lui faire un peu de place, de nous observer un peu, quoi. Et c'est pour ça qu'on en arrive aux pratiques d'intériorité auxquelles on consacre une partie entière parce qu'on estime que c'est primordial. Donc une pratique la plus régulière possible qui va être justement où on propose justement la respiration et la méditation, la concentration et la méditation parce que ce sont des pratiques qui vont permettre d'aller plus profondément encore dans l'intériorité que même une pratique de yoga juste posturale. Et c'est, voilà, en général, comme les problèmes avec l'alimentation remontent à très loin et pas seulement, donc comme on l'explique dans le livre, ils remontent pas seulement à notre enfance, ils remontent aussi beaucoup plus loin. Donc c'est très très ancré, très profondément ancré, tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'alimentation. Et du coup, il faut utiliser des techniques qui vont à cette profondeur. Yael Bloch, il y a des gens qui lisent des livres sur le yoga et il y a des gens qui font du yoga. Quelle est la différence entre eux? Alors, si vous lisez des livres sur le yoga, ça va rester dans le mental. Même si aujourd'hui on sait que il est vrai que imaginer une posture fait travailler le corps aussi, le fait de la vivre dans ses muscles, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ça va plus loin. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Nous avons tout le temps des pensées dans notre tête, ça tourne tout le temps, quoi. Mais il y a des pensées qu'on retient et qu'on s'approprie en quelque sorte et on les transforme dans une émotion parce que la pensée, bon, elle crée un champ électromagnétique dans le cerveau, les synapses entraînent les neurones, tout ça, ça part dans les nerfs, ça passe par les glandes et ça crée à travers les hormones une émotion qu'on ressent dans le corps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retient
surtout cette émotion-là, c'est-à-dire qu'on retient quelque chose qui est passé par le corps, qui arrive à toucher le corps. Le reste, les autres pensées, on les oublie vite, quoi. Et je pense que le yoga, le pratiquer, c'est dans cet ordre-là. C'est quelque chose qu'on retient parce qu'on l'a amené dans le corps. Oui. On ne l'a pas juste exercé dans notre tête en jouant sur les neurones, quoi. Oui. Et ce livre-là, il va apparaître bientôt. Il va apparaître chez quel éditeur? Les gens qui veulent se le procurer, comment ils font? Donc c'est un petit livre grand public et qui va être le deuxième en fait d'une collection qui commence avec Respire, que vous avez là. Donc il fait même pas 100 pages, enfin il fait à peu près une centaine de pages. Il est très accessible et il sera édité donc aux éditions La Plage comme Respire. Et il sera en principe dans toutes les librairies. On va le trouver sur Internet. Et sur Internet, bien sûr. Ouais. En ce moment, vous donnez des cours de yoga à Bucarest. Pour ceux qui veulent travailler avec vous, comment peuvent-ils vous contacter? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur mon Facebook ou sur mon site, qui ont le même nom tous les deux, Yoga avec Yael, tout attaché. Et puis... voilà, vous entrez en contact avec moi. Vous avez vécu dans plusieurs pays, vous avez fait un peu, on va dire le tour du monde peut-être, mais la Roumanie, ça vous fait quoi comme effet? Ça fait déjà 2 ans, non, que vous êtes là? Oui, c'est la 3e année. C'est la 3e année. Oui. Ça vous fait quel effet, le fait de vivre ici, en Roumanie? Il se passe beaucoup de choses ici. C'est très intéressant. Moi, je suis touchée par l'accueil chaleureux de la population. Je trouve que les Roumains sont des gens extrêmement accueillants, qui ont envie de tout faire pour qu'on se sente bien dans leur pays. Et donc, du coup, c'est très agréable de vivre ici parce qu'on est bien accueillis partout. C'est un pays avec encore beaucoup de très belles traditions. Je pense à la journée de l'Aïe, qui est une blouse roumaine, par exemple. Ces blouses roumaines qui sont absolument fabuleuses et qui sont du coup remises au goût du jour avec cette journée de l'Aïe. Politiquement, il se passe plein de choses, ça bouge tous les jours. Alors, on ne s'ennuie pas, c'est clair. Hein. On ne s'ennuie pas. Et puis, surtout, ce que... nous, on a envie de dire à la Roumanie qu'on l'aime et qu'on y croit. On croit en ce pays plus que les Roumains eux-mêmes. Et... C'est bien de le dire parce que c'est vrai, on n'y croit plus beaucoup, nous, les Roumains, mais c'est heureusement qu'il y a des Français qui y croient plus que nous. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on partage dans la communauté française. C'est le fait de se dire, mais ce pays est fantastique, avec plein de ressources, avec plein de possibilités. Et nous, on croit en ce pays, vraiment. Une dernière question, Yael Bloch, vous diriez quoi aux Roumains pour les inciter à découvrir et aussi faire du yoga? Je dirais que vous avez eu en Roumanie un précurseur de l'arrivée du yoga en Europe, qui est Mircea Eliade, qui a vécu en Inde et qui a rapporté des livres sur le yoga. Et que c'était un des premiers Européens à rapporter des informations sur le yoga. Il y en a eu beaucoup d'autres en même temps, mais après aussi. Et puis après, c'est un peu retombé le yoga en Roumanie, à Bucarest. Je ne parle même pas du reste de la Roumanie, mais à Bucarest, c'est un peu retombé pour différentes raisons. Sans doute le communisme, sans doute... un certain yogi qui a fait parler de lui en mal et qui a déteint sur l'aura du yoga en Roumanie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de... il serait bon, en tout cas, de tourner la page et de revenir vers le yoga, parce que c'est une technique extraordinaire qui peut apporter tellement de bienfaits et puis qui se développe partout ailleurs. Donc c'est en train de revenir ici aussi, et je pense que c'est la bonne direction. Déjà, on peut commencer par lire Respire, que vous avez écrit, et prochainement Manger, Manger mieux, en pleine conscience.
Doamna Bloch, vă mulțumim că ați fost alături de noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o pe Yael Bloch, o franțuzaică pasionată de yoga care a studiat în Anglia, Germania și Statele Unite, iar acum trăiește și predă yoga la București. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6. Până atunci, să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.